Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode des Beautés d'intérieur, un podcast signé Maison Alouane. Si vous êtes ici, c'est que vous aimez les intérieurs qui ont une âme, où chaque objet a sa place et sa raison d'être. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre des intérieurs méditerranéens et arabo-andalous. Parce que penser son intérieur, ce n'est pas choisir entre passé et présent, entre qui nous sommes et la tendance. Penser son intérieur, c'est apprendre à les faire cohabiter avec équilibre, intention et personnalité. Vous hésitez à conserver un élément déco qui fait appel à votre histoire personnelle ? Vous vous demandez comment intégrer des pièces de famille sans perdre votre style ? Vous aimeriez donner du caractère à un lieu trop neuf, trop froid ? Alors cet épisode est fait pour vous. Allez, c'est parti, installez-vous confortablement. On commence avec l'épisode du jour. Dans un monde saturé de bruit, de vitesse, de standardisation, de plus en plus de gens ressentent ce besoin de se reconnecter à quelque chose de plus simple, de plus vrai, de plus beau et surtout de plus grand que soi. Aujourd'hui, je te propose un voyage dans le monde arabo-andalou, non pas comme une tendance déco, mais comme une vraie inspiration pour mieux habiter le monde. Notre époque pousse à la consommation rapide, et ça c'est un secret pour personne, je suis pas en train d'inventer l'eau chaude, tout le monde le sait, et il y a un réel éveil collectif autour de ça. On est face en permanence à des intérieurs formatés, une décoration carrément impersonnelle, mais qui se veut intemporelle. Mais spoiler alerte, elle ne l'est pas du tout. On veut du rapide, du standardisé, du neutre. On nous dit qu'on ne s'en lassera pas, et pourtant, combien de personnes me disent « je n'en peux plus de tout ce beige, je n'en peux plus de tout ce blanc, je n'en peux plus ». Les gens en ont marre des meubles sans âme, des ambiances copier-coller vues sur Instagram ou sur Pinterest. On ne veut plus vivre dans des magazines de décoration. On veut vivre chez soi, mais vraiment, avec des intérieurs qui nous ressemblent. La vérité, c'est qu'on est tous à la recherche de plus de naturel, de donner du sens à nos vies, nos intérieurs, nos choix, pro et perso. On veut plus de lenteur, arrêter de courir entre la maison, les enfants, le boulot et toutes les tâches qu'on a à faire au quotidien, à l'intérieur et à l'extérieur. Il est clair que s'occuper de la décoration de son intérieur, très souvent, arrive tout à la fin de la liste, voire n'entre même pas dans la liste. Et avec tout ça, pourtant, on rêve tous d'authenticité, on rêve tous de vrai, on rêve de juste se poser chez soi, de se sentir bien chez soi. Et on veut injecter entre nos murs du vrai et pas du standardisé. On veut se sentir chez soi et s'y sentir bien. Et pour ce type de questionnement, pour moi, le monde arabo-andalou et méditerranéen, c'est vraiment l'univers qui m'inspire le plus. Il est évident qu'il m'inspire énormément parce que ça fait partie de ma personnalité, de mon univers, de mon histoire personnelle. Et pour ça, je dois quand même vous dire quelques mots. Je suis marocaine. Je suis née en France et j'ai grandi en France et mes parents sont nés au Maroc. Ils ont grandi au Maroc et ils sont arrivés il y a bien longtemps maintenant. Il se trouve que même en étant née en France et en ayant grandi en France, bien sûr j'ai baigné dans la culture occidentale, ce qui est tout à fait logique, mais j'ai aussi une forte empreinte dans ma vie, et pas juste une empreinte, mais quelque chose de très puissant et de viscéral en moi, qui est la culture marocaine. Et la culture marocaine, elle est très forte, et elle se joue sur plein de terrains. Elle se joue au niveau de la langue, parce que clairement, moi je sais parler le dialecte marocain, je le maîtrise, et c'est ce qui me permet de me sentir tout à fait marocaine, et de me sentir carrément chez moi quand je suis au Maroc, parce qu'à travers cette langue, moi je connais les codes, je connais la tradition, la culture, et toutes les subtilités qu'une langue peut apporter justement de connaissances sur un pays et ses habitants. Forcément, en étant marocaine, c'est sûr que tout ce qui est en rapport avec le monde arabo-andalou et la Méditerranée, eh bien ça résonne en moi de façon très particulière. Et puis, dans tout ça, je suis également originaire d'une ville qui s'appelle Tétouan, qui est au nord du Maroc, qui est une ville extrêmement marquée par l'Andalousie, l'Espagne, la Méditerranée et bien sûr le monde arabe de façon générale. C'est aussi une ville qui est très ancrée dans ses traditions et dans son artisanat et qui est encore très proche de tout ça et qui le fait vivre au quotidien et le fait évoluer avec son temps. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très marquant dans ma personnalité et dans mes goûts et qui me permet aussi de mener à bien mes projets en ce sens.
Alors, revenons à notre problématique et au fait que simplement aujourd'hui, on sent un vrai ras-le-bol du plastique, des matériaux sans âme, des intérieurs lisses et aseptisés. On revient de plus en plus vers des choses simples, authentiques et durables. On revient à l'artisanat, à l'artisan lui-même, à faire en sorte d'éliminer au maximum les intermédiaires pour revenir directement à celui qui, entre ses mains, touche la matière et la fait vivre et évoluer. Et c'est là que le monde arabo-andalou nous inspire profondément, que la Méditerranée nous inspire profondément. Dans cet art de vivre, on ne cherche pas à masquer la matière, au contraire, on la met à nu. Le bois est brut, souvent sculpté à la main. La pierre est visible, parfois patinée par le temps. Les murs sont recouverts de chaux ou de terre et ils respirent. Les objets ne sont pas lisses, ils ont une texture, une odeur, une histoire. Ces matériaux portent la trace du geste du temps de l'artisan. On ne cherche pas à tout lisser, à tout effacer, on laisse apparaître la matière telle qu'elle est, dans sa vérité, sa profondeur et sa dignité. Il ne s'agit pas simplement d'éléments décoratifs, comme je vous le disais tout à l'heure, on les aime et on les utilise au quotidien. Parmi vous, j'en suis sûre, vous êtes un grand nombre à utiliser la vaisselle traditionnelle que vous avez achetée durant l'été au quotidien. Et c'est là qu'on voit très clairement que ces objets que l'on voit partout quand on part en vacances dans un pays méditerranéen sont beaux, mais sont aussi fonctionnels, sont utilisables. On ne les achète pas pour les accrocher au mur, ça pourrait être très joli, et ça m'arrive de le faire, mais surtout, on les achète parce qu'on a envie d'être transporté dans notre quotidien. On a envie que cette tradition nous accompagne chaque jour. On a envie qu'elle soit là, présente, et qu'elle colore notre quotidien. Dans l'univers arabo-andalou et ce retour au naturel, on a bien entendu quelque chose qui est aussi très important, qui est l'élément végétal. Les plantes ne sont pas là pour faire déco, elles font partie de l'espace, elles rafraîchissent, purifient et apaisent et nous apportent énormément parce que vivre et voir vivre et évoluer le végétal nous permet un émerveillement de la beauté naturelle au quotidien. Ça a été aussi prouvé scientifiquement. Toucher la terre, la travailler, rempoter, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour notre esprit et pour notre corps. Et tout cela crée un espace où l'on peut se poser, se reconnecter et reprendre son souffle. Et c'est ça aujourd'hui qui est extrêmement précieux dans l'art de vivre méditerranéen. Alors vous le savez, et le titre de ce podcast en est la preuve, la beauté pour moi c'est important. Mais ce qui me touche énormément, c'est qu'en Méditerranée, rien n'est là au hasard et rien n'est là simplement pour faire joli. Parce qu'en fait, tout a un sens, une raison d'être et une intention. Dans l'art islamique et particulièrement dans le raffinement du monde arabo-musulman, la beauté est porteuse de sagesse, de mémoire et de présence spirituelle. Prenons les motifs géométriques par exemple. Il ne s'agit pas simplement de simples ornements, mais bien de représentations symboliques de l'harmonie du monde. Et ça me semble très important à prendre en compte puisque l'on considère déjà que dans la nature, les choses sont naturellement équilibrées et donc harmonieuses. Des cercles qui s'entrelacent, des étoiles à 8 branches, des motifs qui se répètent à l'infini, tout cela évoque bien entendu l'ordre de la création, la cohérence du vivant, l'idée que tout est relié. Bien sûr, c'est aussi une façon d'exprimer à travers des formes ce qui nous dépasse. Et puis il y a les proportions, les symétries, la lumière pensée avec soin. En fait, dites-vous bien que les bâtisseurs du monde arabo-musulman ne cherchent pas à en mettre plein la vue. Ce qu'ils cherchent en fait, c'est l'équilibre, la justesse et le souffle dans l'espace. C'est une esthétique qui nous parle de mesure, de maîtrise, de calme. C'est quelque chose d'extrêmement cadré, d'extrêmement pensé. Et aujourd'hui, à une époque où tout va extrêmement vite, où on est submergé d'images, de design tape à l'œil, je crois que ce retour à la justesse est justement extrêmement important et fondamental. Et enfin, il y a un point que j'aimerais bien évoquer dans tout ce qui est en rapport avec les arts décoratifs du monde arabo-andalou et méditerranéen. Moi, ce qui m'intéresse là tout de suite, ce serait de vous parler des mots. Alors,
Bien sûr, c'est très intéressant puisqu'on est dans un podcast, mais ce dont je veux vous parler là tout de suite, c'est surtout de la calligraphie. Alors moi, c'est un art qui me transcende. J'adore cet art et je ne sais pas pourquoi. Je me mettais déjà toute jeune à imiter les calligraphies que je pouvais voir autour de moi. Et j'ai toujours eu un fort intérêt pour la calligraphie de façon générale, mais surtout la calligraphie arabe. Et justement, parlons-en, les calligraphies qui ornent les murs, simplement, elles ne sont pas, justement pas simplement, elles ne sont pas là juste pour décorer en fait les murs, elles sont là pour élever l'architecture, mais aussi élever les personnes qui vont voir ces calligraphies. En fait, les calligraphies que vous pouvez retrouver dans les mosquées, dans tout type de bâtiments, d'architecture, de monuments, ce sont la plupart du temps des versets coraniques, mais aussi des poèmes et des invocations. Ce sont des paroles qui apaisent et qui rappellent à l'essentiel. Vraiment, ce sont des paroles qui nous permettent d'évoquer l'essentiel, d'invoquer l'essentiel, et on rentre alors dans une maison, dans un bâtiment, comme on entrerait dans un monde sacré, un monde pensé et un monde senti. C'est peut-être d'ailleurs ce qui nous manque le plus aujourd'hui, des lieux habités de sens, des espaces qui parlent autant au corps qu'à l'âme. Dans nos vies modernes, on est pris dans une spirale, on court, on produit, on doit enchaîner les projets, enchaîner les rendez-vous, enchaîner les étapes de nos vies. Bref, on enchaîne. Même chez soi, on ne trouve plus forcément de repos en réalité. On est entouré d'écrans, de bruit, de sollicitations. Aujourd'hui, j'ai vraiment énormément de mal à me retrouver dans une pièce où il va y avoir plusieurs sources de sollicitations. La télé allumée, quelqu'un qui fait du bruit en cuisine et qui cuisine, les enfants qui jouent à côté. J'ai besoin de calme en fait. Et ça, c'est parce que justement, au quotidien, on est sursollicité et on n'y arrive plus. Au bout d'un moment, on est épuisé par tout ça. Et ça, c'est bien quelque chose qu'on a appris justement de cet univers arabo-andalou. Parce que les maisons, elles sont pensées comme un refuge, un endroit de paix. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de mes clients me disent que même chez eux, ils ne ressentent plus cette idée de refuge et de paix. En Méditerranée, tout est fait pour ralentir. Le patio, au centre, n'est pas juste une cour, c'est un cœur. Un lieu de silence, de fraîcheur, de contemplation. On y contemple la nature qui pousse même à l'intérieur de nos murs. On s'y retrouve pour lire, pour boire un thé, écouter l'eau couler, sentir la lumière bouger. Vous la voyez, cette scène, vous l'imaginez comme moi ? On s'y sent bien, n'est-ce pas ? Les ouvertures sont maîtrisées, la lumière entre en douceur, elle est tamisée, jamais agressive. D'ailleurs, à ce sujet, je pense qu'on a encore beaucoup à revoir sur les constructions des maisons d'aujourd'hui et la façon dont on ouvre nos maisons sur l'extérieur, parce que clairement, avec le réchauffement climatique qui a déjà pointé le bout de son nez, il est clair qu'il va nous falloir repenser nos intérieurs à l'image des intérieurs que l'on peut retrouver en Méditerranée. Les sons sont feutrés, l'ambiance est douce. On vit au rythme du soleil, de la chaleur, des saisons. D'ailleurs, moi je suis jamais contre une petite sieste quand il fait trop chaud l'après-midi. C'est une architecture de la respiration. Et aujourd'hui, dans un monde qui va beaucoup trop vite, je crois que vraiment c'est un luxe immense que de ralentir, de savourer et de se retrouver. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'authenticité. Ça, c'est vraiment un mot que j'ai beaucoup répété depuis le début de ce podcast et j'ai tout à fait conscience que c'est un mot extrêmement à la mode, tout comme la Méditerranée et l'architecture et la déco méditerranéenne. Mais moi, ce que je veux vous expliquer à travers tout ça, c'est que moi, je ne vais pas vraiment vous parler de tendance et surtout pas dans ce podcast. Moi, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est de tout ce qui m'anime viscéralement à travers le monde arabo-musulman et la Méditerranée, parce que ça fait partie de mon histoire et de ma personnalité. Et si vous aussi ça vous parle et ça fait partie de votre histoire et de votre personnalité, clairement vous êtes au bon endroit. Et vous êtes au bon endroit avec moi parce que mon objectif, c'est justement de faire en sorte que vos intérieurs vous ressemblent. Mais l'univers arabo-andalou, c'est pas un mot à la mode en vérité. On en a fait une mode en ce moment, mais en réalité, c'est pas du tout un mot à la mode. C'est une réalité qui est vécue et profondément ancrée. Ce qui compte, c'est pas d'avoir un intérieur parfait, pas du tout. Chez moi, ce n'est pas parfait. Mais bon, c'est beau, ça me ressemble, ça ressemble à ma famille, ça parle de notre histoire.
Et vous voulez que je vous dise, même en n'étant pas parfait, même en ayant des jouets qui traînent à droite à gauche, quand on entre chez moi, systématiquement, on me fait des compliments sur mon intérieur. Et je vous le dis en toute modestie, le but n'est pas de me jeter des fleurs là tout de suite, mais juste de vous montrer à quel point ça a clairement un impact quand votre intérieur vous ressemble, quand il parle de vous, quand il n'est pas ancré dans une tendance qui s'échappera dans quelques semaines peut-être, quelques mois, allez, 1, 2 ans maximum, mais qu'il est plutôt ancré en vous et donc devient intemporel et totalement personnel. Ce qui compte, comme je vous le disais, c'est pas d'avoir un intérieur parfait, ce qui compte c'est de parler de vous. Il faut que votre intérieur parle de votre héritage, de vos racines, de votre regard sur le monde. Les objets qu'on choisit, les matières qu'on touche, les couleurs qu'on associe, tout ça en fait c'est un langage et ça parle de vous. Votre intérieur, il parle vraiment de votre intérieur à vous. Dans la culture arabo-andalouse, ce langage il est intime. Il transmet la mémoire, les gestes des artisans, la voix des ancêtres. Et je vous le dis avec beaucoup d'émotion, tout simplement parce que moi c'est ce qui est important, ce qui me transcende, et la transmission de la voix de mes ancêtres, la transmission de ce qu'on m'a déjà transmis, elle est fondamentale dans ma vie et elle l'est encore plus depuis que je suis devenue maman. Ça fait 3 ans et demi que je suis devenue maman pour la première fois. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, la question de la transmission de ma culture, de mon histoire personnelle mais aussi familiale, elle est devenue viscérale et importante. Et l'un des gros aspects par lesquels ça se transmet, parce que clairement mes enfants sont encore petits et donc ils ne peuvent pas tout comprendre, mais il y a une chose qu'ils comprennent clairement, c'est ce qu'ils voient au quotidien chez eux. Et c'est par la décoration, en premier lieu, que je leur transmets ma culture, qui je suis et du coup qui ils sont aussi, parce que même si bien sûr ce sont des personnes à part entière, ils vont évoluer, etc. Mais leur personnalité, elle est principalement ancrée dans leurs racines, d'où ils viennent. Et bien sûr, la décoration que je leur impose au quotidien, c'est aussi ma façon de leur transmettre cette culture. Mais moi, par exemple, la dernière fois, quand mon fils m'a dit, en regardant une photo, en fait, j'ai agrandi une photo de nos vacances quand on est à la Fès, et c'est une photo que j'ai prise moi-même, que je trouve magnifique pour plein d'aspects. Et quand il a vu cette photo et qu'il m'a dit « Maman, ça c'est le Maroc », alors il n'a pas dit exactement comme ça, mais c'est tout à fait le message qu'il m'a fait passer. Mais j'ai été en extase devant ce qu'il venait de dire, devant ce qu'il venait de dire, et j'étais tellement fière de lui, mais aussi fière de moi, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça traduisait ? Ça traduisait, c'était la conséquence de ce que je lui transmettais au quotidien. Et à vrai dire, à ce moment-là, j'avais pas forcément le jour où j'ai accroché ce cadre. Je me suis pas dit, il va voir ce cadre tous les jours et il va se souvenir du Maroc et du fait qu'il est en partie marocain. Et en fait, j'avais pas conscience au moment où j'ai accroché ce tableau que mon fils allait forcément l'identifier comme le Maroc, etc. Et bien sûr, ça n'a pas suffi tout seul à l'ancrer dans sa tête. Il a fallu qu'on voyage au Maroc, bien sûr. Mais les deux, c'est-à-dire le voyage au Maroc et du coup les traces de ce voyage chez nous à la maison au quotidien, c'est ce qui a permis d'ancrer en lui cette connaissance du Maroc. Et je vous assure qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on voit une illustration, un dessin, un livre, quelque chose où il y a le dessin de quelque chose qui représente un peu l'architecture méditerranéenne, et bien à chaque fois il va me dire c'est le Maroc. Et alors là, vous imaginez pas ce que ça fait dans mon petit cœur. Vraiment là, dans ces moments-là, j'explose de joie parce que je suis contente. J'ai transmis un petit bout de mon héritage à mon fils. Revenons à ce qu'on disait. Je disais simplement que la culture arabo-andalouse, c'est un langage qui est intime. Ça transmet une mémoire, ça transmet les gestes des artisans et les voix des ancêtres. On n'est pas sur une déco copier-coller, on est sur un lieu qui est habité, plein de mémoire, et cette mémoire, en fait, elle est vivante grâce à une histoire, une émotion, un rythme de vie. Je pense que c'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui de vivre dans nos intérieurs. On a besoin d'intérieurs vrais, sincères et profondément personnels. Alors, quand je dis personnel, je dis pas personnel au sens individuel,
parce que ça va simplement dépendre de vos intérieurs. Moi, je dis personnel, mais parce que, en fait, je crois que je vis un peu ma famille comme une seule et même entité. Alors, ça veut pas dire que j'ai l'impression que mes enfants vont être une extension de moi, ils vont être collés à moi en permanence, c'est pas du tout le cas. Mais quand je dis personnel, en fait, c'est que c'est à voir avec tous les membres qui vivent chez moi. Et si on devait jeter un regard sur votre intérieur, et bien sûr qu'on se poserait la question de savoir si vous vivez seul ou vous vivez avec, vous avez un conjoint ou des enfants, etc. Et bien sûr, on prend en compte l'ensemble des personnes qui vivent chez vous. Alors bien sûr, je ne vais pas vous laisser sur la fin de ce podcast avec tout ça sans vous donner quelques pistes aujourd'hui pour vous inspirer du monde arabo-andalou, pour vous inspirer de votre histoire, pour vous inspirer de tout ce que je viens de vous dire dans votre intérieur. Alors, il est clair qu'on n'a pas besoin de vivre dans un riad à Marrakech ou un palais à Cordoue pour clairement s'inspirer du monde arabo-musulman. Et ce serait un tort de se freiner à cause de ça. Même si on rêverait tous de vivre dans un beau riad, alors peut-être pas à Marrakech, mais plus à Fès pour ma part. Alors j'irais même plus loin, ce serait même pas un palais à Cordoue, moi je rêverais de vivre dans l'Alhambra de Grenade. Mais voilà, parenthèse fermée, je vais pas m'attarder. Je ferai peut-être d'ailleurs un podcast sur l'Alhambra de Grenade qui est un monument exceptionnel, mais on y reviendra plus tard. Donc concrètement, quels sont les petits conseils que je peux vous donner et qui seront faciles à appliquer chez vous ? Mon premier conseil, ce serait d'utiliser des matières vivantes, comme par exemple le bois brut, que ce soit pour une table, des meubles, des étagères. Ce qui est génial avec le bois brut, comme avec d'autres matériaux d'ailleurs, c'est que c'est un matériau qui, au toucher et visuellement, apporte quelque chose. Donc vous avez quelque chose de multisensoriel avec ce matériau. Le lin par exemple, le lin naturel bien sûr. Alors bien sûr, vous pouvez l'utiliser en rideau, mais vous pouvez aussi l'utiliser en linge de lit et aussi comme plaid d'été. Bon, les plaids d'hiver en été, next. Mais par contre, un beau plaid en lin, ça peut être très sympa. Et pareil, c'est un matériau qui, au niveau du toucher, apporte une dimension différente. L'autre matériau que vous pouvez utiliser chez vous, c'est la chaux par exemple sur vos murs. C'est très intéressant parce que c'est un matériau qui laisse respirer vos murs et qui, au toucher et visuellement, apporte quelque chose de carrément différent, contrairement à la peinture. Mon deuxième conseil, ce serait de choisir des objets artisanaux, et même les plus modestes. Alors bien sûr, moi j'ai un grand faible pour les poteries, et d'ailleurs je vous en parlerai dans un autre épisode, mais lorsqu'on était en voyage en Tunisie il y a 2 ans, j'ai fait faire sur mesure chez un potier mes luminaires de cuisine, qui sont du coup en argile et qui ont été émaillés et qui sont il y en a 4 en fait, elles sont chacune de couleurs différentes. Donc je vous invite à vous pencher sur la poterie et à essayer de l'utiliser de façon, j'allais dire non conventionnelle, non habituelle, mais bien sûr de façon très simple et très modeste. On peut penser à l'artisanat pour manger au quotidien, nos assiettes, nos bols, nos coupes de fruits. Moi par exemple j'ai une assiette rectangulaire que j'ai achetée à Fès, très colorée, très jolie, que j'aime beaucoup, et en fait je l'utilise dans ma salle de bain pour y mettre mon savon en solide et ma bouteille de savon liquide. Et du coup je peux y poser aussi, comme elle est assez longue, je peux y poser aussi des barrettes que j'enlève dans mes cheveux, etc. Et du coup, même dans une salle de bain, on peut apporter de l'artisanat méditerranéen et c'est très très beau. Mon troisième conseil, ce serait de créer un espace calme. Pourquoi pas un coin lecture sous une alcôve, une lumière douce, un coin lecture avec une banquette. Et du coup, on peut y apposer une multitude de coussins, apporter des plantes à l'intérieur aussi. Et ne pas oublier que la lumière douce va pouvoir vous permettre aussi créer un espace justement où on va pouvoir se détendre et être au calme. Parce que c'est clair que la lumière blanche extrêmement forte et agressive, c'est pas ce qui va nous aider pour un espace calme. Mon quatrième conseil, ce serait de repenser votre intérieur comme un lieu de respiration. Mon quatrième conseil, ce serait de repenser votre intérieur comme un lieu de respiration. Laissez l'air circuler. Permettez à vos jambes de circuler dans votre espace sans vous cogner à une multitude de petits meubles. Faites du tri. Laissez l'air circuler. C'est tout ce que j'ai à vous dire. En fait, et pour recouper un peu tout ce que je viens de vous dire, pensez que même un simple tapis tissé,
avec de la couleur et une applique ajourée avec de la couleur peut changer la façon dont on habite une pièce. Et vraiment, ça va changer complètement l'ambiance. Imaginez simplement une pièce où vous avez un beau tapis tissé et une pièce où vous n'en avez pas et où vos meubles sont placés là. C'est un peu comme si vous aviez pensé toute une tenue hyper travaillée, mais que vous sortiez sans chaussures. Imaginez un peu, je pense que ça gâcherait un peu le look. En gros, allez, on va essayer de conclure ce podcast parce que sinon moi je pourrais vous parler encore pendant des heures. L'idée, au fond, en s'inspirant du monde arabo-andalou, c'est de créer une esthétique vivante et pas du tout figée. C'est que le monde arabo-andalou, le monde méditerranéen, c'est un décor qui n'est absolument pas figé dans le passé. C'est un art de vivre qui est profondément actuel et qui est en fait une invitation à ralentir, à ressentir, à vivre en beauté, et ça c'est important et pas du tout superficiel, et en conscience. En fait, c'est une vision du monde qui est proche de la nature, donc tout à fait en relation avec l'air du temps, qui est en fait, contrairement à ce qu'on pense, ornée de simplicité, et elle est profondément respectueuse de la création. Et en fait, vous voulez que je vous dise, pour moi, c'est ça les beautés d'intérieur. Merci d'avoir écouté cet épisode de Beauté intérieure, un podcast signé Maison Alouenne. J'espère qu'il vous a inspiré à regarder votre intérieur autrement, non pas comme un décor figé, mais comme une matière vivante, un espace de transmission, où chaque détail, du choix des textures aux objets porteurs d'histoire, peut créer du lien entre ce que vous êtes et ce à quoi vous aspirez. Si vous êtes dans une phase de réflexion, de rénovation ou simplement de quête d'harmonie et que vous sentez que votre lieu mérite un regard sensible, enraciné et sur mesure, je serai ravie de vous accompagner. Laissez-moi révéler le beau qui est chez vous. Vous pouvez me contacter directement via Instagram @maison.elouane, ALOUANE, ou retrouver toutes mes informations en bio. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire ou une note. C'est ce qui aide ce podcast à toucher d'autres âmes sensibles en quête de beauté, d'équilibre et de lumière. À très bientôt pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de votre espace, il prendra soin de vous.